Imaginons un instant devoir faire un choix complètement impossible. Genre, soit on meurt de faim, soit on accepte littéralement de se nourrir des déjections encore chaudes de la personne qui rampe juste devant nous. Ah ouais, c'est une image qui provoque tout de suite la nausée, quoi. Grave, c'est un rejet physique instantané. Et pourtant, c'est très exactement la métaphore centrale du document hyper polarisant qu'on va explorer aujourd'hui. Tout à fait. Donc, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on décortique un fichier bien précis. C'est un PDF qui s'intitule, et je cite avec les fautes d'origine, Analogie du ver de terre. Ouais, avec le A à la place du O pour analogie. Exactement. Et en fait, on a sous les yeux un court texte tapé avec sa version image numérisée à côté. Ça donne vraiment l'impression d'un jet de colère qui a été balancé sur le papier. Notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser cette allégorie viscérale d'une crudité absolue qui vise à décrire la condition des travailleurs au salaire minimum, le fameux SMIC. Et alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est absolument indispensable de poser un avertissement très clair. Oui, c'est important de le préciser. Voilà, le langage que cet auteur emploie n'a vraiment rien de poli ou d'académique. C'est volontairement choquant, c'est super vulgaire, graphique et clairement pensé pour déranger profondément. Ça, c'est clair, on est prévenu. Et donc, notre posture tout au long de cette discussion, elle va rester strictement analytique et neutre. On n'est pas là pour prendre parti. On n'est pas là pour valider ou invalider la vision très extrême de cet auteur sur le monde du travail. Non, le but, c'est vraiment de décortiquer le truc. Exactement. L'objectif de notre analyse, c'est de comprendre la mécanique interne du texte, voir un peu comment et pourquoi il utilise un tel niveau de dégoût pour formuler son rejet total d'un système socio-économique. Ouais, et c'est super important, parce que le contraste est dingue entre la forme hyper brute, presque sale du document, et la complexité des thèmes qu'il aborde en profondeur. Ah bah, ça saute aux yeux dès la première ligne. C'est ça. Le texte commence donc avec cette phrase, toujours avec les fautes de l'auteur, je cite, « Pour moi, voici à quoi ressemblent les gens qui travaillent pour le SMIC ». Et bam, la source nous jette direct son image centrale au visage. Il tient pas par quatre chemins. Pas du tout. L'auteur ne compare pas les travailleurs à, je sais pas, des fourmis laborieuses ou des rouages d'une machine. Non, il choisit le ver de terre. Il décrit des individus nus qui rampent au sol. Du coup, je me demande pourquoi ce choix hyper spécifique du ver de terre pour lancer sa métaphore sur la déshumanisation. Bah, le choix du ver de terre, ça pose immédiatement les fondations de l'impuissance, en fait. Si on y réfléchit d'un point de vue purement biologique, le ver, c'est un organisme primaire. Ça n'a pas de membre pour se défendre. Ouais, pas de bras, pas de jambes. Voilà. Pas d'yeux pour voir loin non plus, ni la capacité physique de s'élever au-dessus du sol. C'est condamné à la terre, quoi. En choisissant cet animal, l'auteur traduit vraiment un sentiment de déclassement social absolu. C'est hyper rabaissant. Complètement. Mais il va encore plus loin dans la description physique de la soumission. Dans le texte, il précise qu'il rampe avec le cul, attention au terme, cul surélevé pour mieux se faire enculer. C'est hyper violent comme image. C'est d'une violence extrême, oui. Et c'est pas juste de la provocation verbale gratuite, tu vois. C'est vraiment la traduction littérale par le corps d'une vulnérabilité totale. C'est une posture de soumission qui est à la fois imposée et perpétuelle. L'individu est physiquement mis en position pour subir. C'est une violence symbolique terrible, ouais. Et d'ailleurs, l'auteur rajoute un autre détail glaçant. Il dit que ces vers portent des œillères et qu'ils avancent en reniflant le voisin. Ah, ce passage-là. Ouais, quand j'ai lu ce moment où ils attendent que le voisin défèque pour se coller la bouche à son anus et je cite « manger sa merde chaude », la première chose qui m'est venue en tête, c'est ce film d'horreur extrême The Human Centipede. Oh là là, oui, l'analogie est parfaite. C'est exactement ça, le chirurgien fou qui coud ses victimes les unes aux autres de la bouche à l'anus. C'est vraiment l'horreur corporelle par excellence, parce que ça détruit toute idée d'autonomie. On devient totalement dépendant des rejets de l'autre. Absolument. Mais du coup, au-delà de la petite ref cinématographique, comment est-ce que cette dynamique biologique terrifiante s'applique au marché du travail précaire dans la tête de l'auteur? Eh bien, la dynamique que l'auteur met en place ici, c'est celle d'une économie de la misère, mais en circuit complètement fermé. D'accord. La fameuse merde chaude, évoquée de façon si crue, ça représente métaphoriquement les miettes du système. C'est le salaire minimum lui-même, en fait. Les restes, quoi. C'est ça. Dans l'esprit de l'auteur, le travailleur au SMIC ne touche absolument pas aux fruits d'une création de richesse globale. Il n'a pas sa part du sommet de la pyramide. Il doit juste se contenter des rejets immédiats de son environnement très direct. Donc le fait qu'il se nourrisse des excréments du voisin, Ça illustre l'idée d'une classe sociale qui est maintenue dans un état de rareté tel qu'elle finit par s'entre-dévorer, ou en tout cas par se satisfaire des déchets de ses propres pairs, et ça sans jamais avoir accès à une vraie source de nourriture ou de revenus digne de ce nom. c'est fascinant parce que d'un coup, ça donne tout son sens au détail des œillères. Exactement. Bah oui, si on a des œillères, on perd la vision périphérique. Et surtout, on ne peut pas lever la tête pour regarder au-dessus de soi. Le travailleur, décrit ici, ne voit pas du tout le système dans sa globalité. Il est enfermé dans son champ de vision. Voilà. Il ignore l'existence d'une hiérarchie supérieure, il voit pas qui tire les ficelles ou qui encaisse les vrais profits de son travail. Son horizon, il est drastiquement réduit à la simple survie immédiate, c'est-à-dire attendre le prochain repas, même super dégradant, qui viendra de celui juste devant lui. C'est tout à fait le rôle des œillères dans cette métaphore, ouais. Elle symbolise cette limitation de la conscience de classe, et surtout l'enfermement intellectuel qui est produit par l'épuisement. On n'a plus l'énergie de penser à autre chose. Bah oui. Quand toute ton énergie est focalisée sur l'obtention de la prochaine miette pour juste survivre et pas mourir de faim, t'as ni le temps ni le recul nécessaire pour remettre en question l'architecture globale du système dans lequel tu rampes, en fait. Ce qui nous amène d'ailleurs à un vrai tournant dans le document. Et c'est peut-être le moment pour moi le plus dérangeant de toute la lecture. Ah oui, le dialogue. C'est pas l'acte de manger en soi qui crée le malaise le plus profond à ce stade, c'est la façon dont les personnages y réagissent. Le texte propose un dialogue complètement surréaliste. Le ver qui mange ses déchets s'exclame, je cite, « Miam miam, vas-y, viens, c'est trop bon ». C'est absurde. Et là, le narrateur, qui observe la scène de l'extérieur, se met à hurler. L'auteur précise qu'il est debout, statique, et il crie « Tu es en train de bouffer de la merde ». En majuscule dans le texte, oui. En énorme majuscule. Et le ver lui répond, hyper serein, pour se justifier, « Tout le monde le fait ici, c'est normal. En plus, c'est pas si mal, on mange chaud et souvent ». Eh ben, je dois avouer, pour le coup, j'ai un vrai problème avec la posture du narrateur ici. Ah bon? Qu'est-ce qui te dérange dans son attitude, en fait? Bah, c'est son arrogance incroyable. Enfin, le narrateur insiste bien sur le fait qu'il est debout. Il est physiquement au-dessus de la scène, au sens propre comme au figuré. Et il juge avec une violence inouïe des individus qui, au fond, essayent juste de survivre.
C'est vrai qu'il a une posture très surplombante. Mais grave, ce ver de terre, il a réussi à rationaliser une situation invivable. Il se raccroche à la régularité et au confort basique avec ses mots, chaud et souvent. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme de cruauté de la part du narrateur à hurler sur quelqu'un qui tente simplement de pas sombrer face à ce qu'on lui impose? Tu veux dire qu'il juge au lieu d'aider? Voilà, il lui hurle sa condition misérable à la figure, sans lui tendre la main, sans lui offrir aucune alternative ou vraie solution. Alors, l'observation est super juste. Et honnêtement, elle pointe vraiment vers le cœur psychologique de ce texte. Ce conflit entre le narrateur qui hurle sa vérité et le ver qui justifie son repas, c'est l'illustration parfaite de la tension entre, d'un côté, un idéalisme très radical, et de l'autre, le pragmatisme brutal de la survie. Ouais, c'est la théorie face à la pratique cruelle. Exactement, t'as raison. Le travailleur au SMIC décrit ici a totalement redéfini la notion de normalité. Pour tolérer l'intolérable, la psychologie humaine s'adapte, c'est un mécanisme de défense. On se raconte des histoires pour tenir le coup. C'est ça. L'indignité de la tâche, elle est effacée. Elle est remplacée par deux piliers fondamentaux de la sécurité quand on est en milieu précaire. La constance, représentée par le mot souvent, et un réconfort minimal, représenté par le mot chaud. Ouais, le cerveau se convainc que la douleur est acceptable parce que le pire, ce serait le froid et la faim absolue. C'est un peu une anesthésie par la régularité. C'est une belle façon de le formuler. Et d'ailleurs, si on transpose ça au monde réel, en dehors de l'image dégoûtante du ver de terre, ça résonne énormément avec des situations de souffrance au travail qu'on croise tous les jours. Tout à fait. C'est la rationalisation du burn-out. On accepte un management hyper écrasant, des horaires impossibles ou des tâches qui n'ont aucun sens, simplement parce qu'on se dit, le salaire tombe à la fin du mois, j'ai un CDI, j'ai des tickets resto et le café gratuit à la machine. Oui, les petits avantages qui masquent le reste. Voilà, ce petit confort matériel devient notre show. Et souvent, et au final, ça nous empêche de réaliser la toxicité globale de notre situation. C'est un parallèle vraiment pertinent. Et du coup, face à cette anesthésie générale, la position du narrateur prend tout son sens, je trouve. Le fait qu'il soit debout, ça s'oppose frontalement au rampement des vers. C'est le réveil de la conscience, c'est ça. Exactement. La station verticale, en philosophie et même en biologie, c'est ce qui définit la pleine conscience humaine. C'est le refus de retourner à un état purement instinctif et animal. En restant debout, il refuse purement et simplement la condition imposée. Ouais, mais ça le met à part. Ah, ça oui. Comme tu l'as souligné, cette conscience l'isole de façon dramatique. Quand il hurle, c'est vrai, on peut y voir une certaine arrogance, mais on peut aussi y lire un désespoir profond. Il essaie par un électrochoc auditif de briser le conditionnement du ver. Il veut le réveiller, quoi. Voilà. Il tente de raviver une dignité perdue chez quelqu'un qui a fini, malgré lui, par confondre la survie biologique avec la véritable vie humaine. Sauf que son hurlement ne change absolument rien. Le ver continue son repas tranquillement et le narrateur reste là, statique, bloqué dans son observation impuissante. Et c'est là que le document bascule dans sa troisième phase. La phase de la confrontation directe. C'est ça. La phase qui introduit l'oppression systémique de manière hyper concrète. La source du problème, le fameux sommet de la pyramide, fait enfin son apparition physique dans l'histoire. Et il arrive avec un nom très particulier. Oui, bétail. Le texte dit, je cite, à ce moment-là, le propriétaire du bétail, aille me vise avec son fusil. Et là, je veux m'arrêter une seconde sur l'orthographe très visuelle de ce passage sur le PDF. L'auteur n'écrit pas le mot bétail normalement. Non, c'est très découpé. Il l'écrit avec un B majuscule, E accent circonflexe, TE. Ensuite, il y a un espace, un tiret, un autre espace et le mot AI. Il fragmente délibérément le mot sur le papier. À ton avis, est-ce que cette dissection linguistique change le sens de la menace ? Oh, clairement, hein. Cette fragmentation, c'est probablement l'outil littéraire le plus fort de tout le document, à mon sens. En coupant le mot en deux de cette manière, l'auteur met en lumière la brutalité même du concept. D'accord, comment ça ? D'un côté, tu as la bête, ce qui rappelle immédiatement l'animalisation et l'absence totale d'humanité qu'on vient de voir avec les vers de terre qui mangent de la boue. On réduit les travailleurs à leur seule et unique fonction biologique. C'est la déshumanisation pure et dure. Et au final, qui le consomme ou qui le vend. Donc le patron, quoi. C'est ça. Ce fameux propriétaire qui surgit, il représente le système tout entier, le capital ou le patronat dans la vision de l'auteur. C'est lui qui contrôle l'environnement clos où rampent les vers. Et il ne vient pas les mains vides pour discuter, il se pointe avec un fusil. L'arme à feu, c'est l'outil de coercition ultime. C'est ça qui maintient les vers le nez au sol et qui s'assure qu'aucun ne tente de se redresser. C'est la menace mortelle. Et la réaction du narrateur face à ce canon pointé droit sur lui, elle est assez poignante, je trouve. En gros, il accepte son sort. Il est prêt. Il écrit « J'attends de recevoir ma balle. Je suis prêt à mourir. Je préfère crever debout, libre que de me soumettre, d'être réduit à l'esclavage et bouffer de la merde. » C'est un peu un martyr de la conscience ouvrière à ce stade. Il choisit la mort plutôt que l'aliénation. C'est un choix philosophique très fort. Très fort, oui. Il est vraiment prêt pour une fin héroïque ou tragique. Et pourtant, le texte nous lâche sur une fin totalement inattendue. C'est une chute psychologique hyper déroutante. En fait, il ne se passe rien. Le fusil ne tire pas. L'arme fait silence. Ouais. Et c'est là que réside toute la puissance subversive de la fin du texte. C'est un vrai retournement. Ah oui ? Bien sûr. Le narrateur s'attend à la violence physique fulgurante, tu vois, celle qui viendrait valider son statut de rebelle et qui lui offrirait une sortie digne et dramatique. Mais cette mort, elle lui est refusée. Il est privé de sa fin héroïque. Exactement. Le narrateur observe la situation et il note sa propre suspicion. Le propriétaire, dit-il, n'a sans doute, je cite, plus de munitions. Donc le fusil est vide. Le fusil est vide. Et pourtant, malgré cette prise de conscience hyper claire que l'arme ne peut pas le tuer, le narrateur clôt son témoignage sur ces mots, avec toujours cette orthographe brute. J'ai peur de bouger. Je suis bloqué, paralysé en attendant une mort qui ne vient pas. Et c'est précisément ça que j'arrive pas à comprendre instinctivement. C'est un paradoxe absolu. Si l'arme n'a plus de balles, si la fameuse menace n'est qu'un bête bout de métal vide, pourquoi est-ce qu'il est bloqué ? C'est la question centrale. Mais oui, il pourrait simplement tourner les talons, marcher au loin, s'échapper de ce champ de boue. Il est libre, théoriquement. Pourquoi cette paralysie totale ? Peur intériorisée. D'accord, la peur l'enferme de l'intérieur. C'est exactement ça. L'arme vide, c'est une révélation terrifiante, en soi. Ça suggère que le système de coercition, le sommet de la pyramide, n'a peut-être pas du tout la force réelle de détruire physiquement tous ceux qui oseraient se lever. Son pouvoir, c'est du bluff. En grande partie, oui. Son pouvoir est une illusion.
Cependant, l'aliénation est devenue tellement profonde dans la tête des individus que l'idée même de la menace, l'ombre du fusil, ça suffit à les pétrifier. Le système n'a même plus besoin de tirer une vraie balle. L'anticipation de la punition fait tout le travail à sa place. C'est effrayant. Donc, le narrateur se retrouve piégé dans un vide existentiel vertigineux. D'un côté, il refuse absolument de s'agenouiller à nouveau pour participer au système abject des vers, il refuse la vie misérable qu'on lui propose, mais de l'autre côté, la mort libératrice, cette fameuse échappatoire dramatique qu'il espérait, elle ne vient pas non plus. Donc au final, il est complètement ignoré par le système. Le propriétaire ne prend même pas la peine de l'exécuter. Il le laisse là, debout, inutile et figé. C'est la pire des punitions d'une certaine manière. Grave. Et c'est effrayant quand on y pense. Même les fautes d'orthographe à la toute fin du texte participent à cet effet. Le fameux bloqué, paralysé, qui est écrit à l'infinitif au lieu du participe passé. Ah oui, c'est vrai. Ça renforce cette impression d'une action inachevée, tu vois, d'une situation qui est suspendue dans le temps, où plus rien n'évolue jamais. La lucidité du narrateur, sa capacité à voir et à dénoncer haut et fort l'horreur du système, ça ne lui sert absolument à rien s'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. C'est le drame de la lucidité sans l'action. Voilà. Il a vu les chaînes, il sait très bien qu'elles sont peut-être complètement fragiles ou illusoires, mais le poids psychologique de l'esclavage dont il parle, il est tellement lourd qu'il l'empêche physiquement de s'enfuir. Exactement, c'est la démonstration que comprendre l'oppression intellectuellement, ça ne suffit pas toujours à s'en libérer. Surtout si la peur a déjà paralysé tes muscles et ta volonté. C'est vraiment le point d'orgue de cette réflexion. Ouais. L'auteur nous montre ici que la violence la plus efficace d'un système aliénant, c'est pas du tout de te tuer. C'est de te rendre purement incapable d'imaginer un ailleurs et de marcher vers cet en dehors. La paralysie finale du narrateur, elle démontre bien qu'être conscient de l'absurdité du monde du travail, ça protège pas forcément contre son pouvoir d'immobilisation. Eh ben, quel voyage intellectuel intense. Franchement, si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ce qu'on vient d'extraire de ces quelques lignes et de cette image crasseuse, c'est assez vertigineux. C'est très dense, oui. On a démarré notre analyse avec un texte dont la façade est d'une brutalité et d'une vulgarité extrême. Ça décrit les travailleurs au salaire minimum comme de simples organismes primaires qui sont contraints de consommer les déchets de leurs voisins. La fameuse mer d'eau chaude. Ouais, cette image horrible. Mais en regardant vraiment sous vernis de la provocation pure, on a pu identifier une mécanique métaphorique implacable. D'abord, on a vu la déshumanisation et la perte d'horizon totale créée par cette économie de survie. Les œillères, le sol. Ensuite, on a exploré ce mécanisme de défense psychologique qui est vital mais tellement glaçant. Cette fameuse capacité humaine à rationaliser la pire des indignités en se focalisant sur un petit confort régulier, le chaud et souvent. L'anesthésie par le confort, ouais. C'est ça. Et pour finir, on a percuté de plein fouet le mur de l'oppression psychologique. Ce système de subordination qui paralyse complètement les individus, non pas par la force brutale de ses balles, mais bien par l'illusion de sa toute-puissance et la peur constante qu'il instille en nous. Et c'est très exactement pour toutes ces raisons que l'étude de ce document va bien au-delà de la simple analyse littéraire d'un petit coup de sang sur Internet. Pourquoi, à ton avis, c'est si important pour ceux qui nous écoutent ? Parce que qu'on rejette catégoriquement le ton vulgaire de l'auteur, ou qu'on trouve sa comparaison outrancière, révoltante, le fond de son allégorie touche à des questions qui sont universelles. C'est-à-dire ? Le texte nous force tous, vraiment, à examiner les compromis qu'on fait au quotidien au nom de notre propre sécurité. Jusqu'à quel degré d'épuisement, de perte de sens, ou même de renoncement à nos valeurs, on est prêt à descendre juste pour garantir que le chèque tombe bien à la fin du mois. Ouais, c'est le pacte invisible. Exactement. Ce show est souvent de la survie matérielle. C'est un pacte que beaucoup de travailleurs signent chaque matin en allant bosser, parfois en s'aveuglant volontairement sur la toxicité de leur propre environnement, juste pour pouvoir tenir le coup. Ça remet vraiment en question la façon dont nos sociétés structurent et valorisent, ou plutôt dévalorisent le travail humain. Ce texte, au final, il agit vraiment comme une loupe déformante. C'est une belle image. La lentille est super sale, elle est rayée, elle est inconfortable à utiliser. Mais elle grossit des mécanismes d'aliénation qui, eux, sont bel et bien réels dans notre quotidien. Tout à fait. D'ailleurs, en refermant ce document, pour moi, c'est même pas l'image viscérale des vers de terre qui reste en tête. Bien que ce soit par là que l'auteur ait réussi à capter notre attention au début. Ah bon ? Ouais, qu'est-ce que tu retiens de plus alors ? L'image qui me hante véritablement là maintenant, c'est la toute dernière. C'est cette posture de l'individu figé qui est pleinement conscient de son malheur et qui se tient droit, immobile, devant le fusil d'un système qui s'avère complètement vide. La paralysie finale. C'est ça. Et ça nous laisse sur une pensée particulièrement provocatrice à emporter avec nous pour la suite de la journée. Si au bout du compte, on s'aperçoit que la menace systémique qui nous maintient dans un quotidien qu'on juge aliénant n'a en fait plus de munitions. Si le fusil est vide. Voilà. Si les chaînes qui nous retiennent s'avèrent n'être faites que de l'anticipation de notre propre peur, alors notre incapacité à faire un simple pas de côté ne devient-elle pas finalement notre seule véritable prison ?